Bonsoir à tous. Ouais, alors désolé, je m'excuse pour Mathieu qui devait faire le pitch à ma place et qui du coup est coincé à Paris pour un projet. Pas de chance, c'est moi que vous avez ce soir en face de vous, mais je vais essayer de faire les choses à peu près correctement et donc je vais effectivement vous parler de la sensibilisation à la philosophie du design d'expérience utilisateur. Ouais, je vais vous parler du design d'expérience utilisateur en fait. Là, tout ce qui est philosophie, c'est pas forcément important, mais l'important c'est de comprendre la démarche, ce qui va avec, les étapes, etc. Avant de commencer, j'aimerais savoir en fait qui dans la salle en fait pratique déjà le design d'expérience utilisateur. Ouais, ça va, pas trop. Depuis plus de 3 ans. Ok, ah cool. Bon, vous allez peut-être apprendre des choses alors. Ça me va bien. Euh, Très rapidement, je vais me présenter. Donc moi, Nico Catrin, je travaille chez Niji depuis à peu près 2 mois. Je suis designer d'expérience utilisateur senior, lead pour certains. Bref, c'est pas très important. J'ai surtout pas mal d'expérience dans le web en général. J'ai commencé ce qu'on appelle l'UX, mais il y a 5-6 ans. Je viens pas du tout, j'ai pas une formation en design d'expérience utilisateur. Je viens plutôt des sciences sociales et du design graphique. Et vous allez le voir, je pense que vous le savez déjà, mais en termes de designer en expérience utilisateur, on a des profils qui sont très très variés. Et c'est notamment une force, en tout cas personnellement c'est ce que je pense, c'est que plus on a de personnes qui viennent d'horizons divers et variés, et pas seulement des personnes formées à faire de l'expérience utilisateur, en fait, mieux on se comporte. Parce que l'un des grands piliers de cette méthode de design, c'est de travailler collaborativement avec des points de vue très différents. Je travaille donc pour Niji. Alors, je vais être très très bref parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais Niji, c'est une agence d'à peu près 600 personnes. À la base, ils sont sur Rennes et Paris. L'agence de Lyon, en fait, elle est un peu plus récente. Elle a à peu près 1 an. On est 3 designers d'expérience utilisateur, dont Mathieu, qui est mon collègue. Et ce que je trouve en fait vraiment intéressant dans cette agence, c'est que globalement, sur 600 personnes, il y a 100 designers et il y a 100 personnes du conseil. Et ces personnes du conseil sont très sensibilisées au design, globalement, et à l'expérience utilisateur en particulier. Et dans les 100 designers, on est une quarantaine de designers d'expérience utilisateur, ce qui nous permet notamment d'avoir un panel de gens de plein d'horizons, c'est-à-dire qu'on peut aller il y a des ethnologues ou assimilés, on a des gens qui viennent plutôt de la psychologie, on va avoir des gens qui viennent plutôt du graphisme et qui sont un peu comme moi arrivés sur la partie expérientielle. Tout ça en mélangeant, en fait, on crée finalement pas mal d'interactions et pour l'instant ça fait que 2 mois, mais je suis plutôt content de la manière dont on appréhende les projets et la manière dont on résout les problèmes. On en revient au sujet de ce soir. Et du coup, en fait, on va commencer par la base, c'est-à-dire qu'on va essayer de revoir un peu la définition de l'expérience utilisateur, parce qu'il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup d'approximations, et c'est un peu chaotique au final pour comprendre vraiment de quoi on parle. Alors celle-ci, je vous la laisse lire, parce qu'elle vient de Don Norman, elle vient des années 90, c'est la première personne à avoir en fait, parlé du design d'expérience utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'usage, évidemment, mais il parle aussi d'anticipation de l'usage, et il parle à la fois de produits, de services et de systèmes. Donc, ok, c'est un peu complexe comme ça, donc du coup, on va essayer de le simplifier. Et pour le simplifier, moi, j'ai découpé en du coup, les 3 mots qui le composent et essayer en fait, de mettre derrière des composantes pour chacun. Donc, clairement, si on s'intéresse d'abord au design, le design, c'est d'abord un processus qui est créatif, qui est itératif. Ça aussi, c'est une chose très importante. Et il est généralement collaboratif. Si vous travaillez tout seul, ça ne marchera pas terriblement. Si vous travaillez d'un trait sans itération, il y a peu de chances que votre première idée soit la bonne. Et puis si vous n'êtes pas créatif, eh bien, vous allez probablement reproduire des choses qui existent déjà et finalement, vous allez être juste au niveau très standard de l'expérience, ce qui peut fonctionner. En termes d'expérience, justement, l'expérience, c'est quoi? C'est une succession de plusieurs moments qui vont s'enchaîner. Et ces moments, en fait, ils vont être entrecoupés ou caractérisés par des moments, des points d'interaction avec le produit ou le service. Alors, je reste encore sur le produit et le service parce que je ne veux pas parler d'interface. C'est volontaire, vous le verrez après. Mais voilà, donc on est sur une succession d'instants, de moments.
Ce qui caractérise l'expérience, c'est qu'elle est vécue personnellement. C'est quelque chose que, enfin, vous ne pouvez pas normalement influencer ou travailler l'expérience de quelqu'un, mais vous allez pouvoir en fait essayer de positionner un peu le curseur pour que justement son expérience soit un peu plus intéressante, qu'elle soit volontairement mauvaise ou volontairement meilleure. Cette expérience, même si elle est personnelle, elle peut être influencée par le groupe. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes sur une île, vous allez faire du 4x4 sur une île, on vous vend un tour génial avec, tiens, vous allez être allez, 6 personnes dans le 4x4 et vous allez pouvoir traverser toute l'île, c'est du sable, c'est super bien, vous allez conduire, ça va être top. Bien sûr, vous allez partir avec des gens que vous ne connaissez pas, mais c'est pas grave, a priori, c'est 6 personnes dans un 4x4, ça devrait bien se passer. Le jour où vous arrivez, en fait, c'est pas 6 personnes, mais ils sont déjà 8 dans le 4x4, je vous laisse faire le calcul. Euh, donc vous rentrez quand même dans le 4x4, et puis là, en fait, il y a un groupe qui est déjà formé, et en réalité, l'expérience, elle n'est pas aussi agréable qu'elle aurait dû être. Donc, du coup, si à la base, l'expérience aurait pu être vraiment bonne de participer à un trip en 4x4 sur les plages, etc., elle a été fortement influencée par le groupe, et donc forcément, c'est un peu moins bien. Et le dernier point sur l'expérience, c'est que c'est quelque chose qui génère des émotions. Donc justement, je viens de vous en parler, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Vous allez, vous en tant que designer, pas forcément toujours vouloir faire des choses positives. Peut-être que des fois, créer des émotions qui sont différentes que juste le bonheur, c'est aussi intéressant. Ça faut rester super ouvert. Enfin, l'utilisateur, celui avec lequel vous travaillez, c'est quelqu'un qui interagit ou s'apprête à interagir. Ça aussi, c'est important. Vous allez devoir anticiper. C'est un peu ce que disait Don Norman dans l'anticipation des usages. Chose importante, l'utilisateur, en fait, il a des capacités différentes, que ce soit des capacités physiques, mais ça peut être aussi des capacités culturelles. Donc il va falloir le prendre en compte dans votre manière d'appréhender le problème. On va aborder les méthodologies parce que, comme l'UX design est un peu un buzzword, on voit aussi naître pléthore de nouvelles méthodos. Alors je vais être un peu large, c'est-à-dire que je vais prendre des méthodos, je vais prendre aussi des disciplines, parce que c'est des mots-clés qu'on retrouve en permanence en ce moment. Euh, mais avant même de voir ça, en fait, l'important c'est de comprendre ce qu'est le grand concept. C'est-à-dire que derrière, quand vous faites du design expérience utilisateur, vous allez travailler dans un contexte et vous allez travailler en collaboration avec la technologie et le business. C'est que vous ne travaillez pas dans votre coin, vous n'êtes pas un designer qui fabrique quelque chose uniquement d'un point de vue design. Vous allez obligatoirement vous allez travailler avec des gens qui vont s'occuper de la viabilité, donc le business, ou de la faisabilité, donc de la technique. Vous allez normalement chercher à résoudre un problème, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à fabriquer une solution, sinon vous n'êtes pas réellement dans du design d'expérience utilisateur. Et vous allez partir des usages, systématiquement. Donc vous partez des usages, hop, vous rentrez dans la partie design, et là il y a les deux double parties, faisabilité et viabilité qui vont arriver, donc business et technique. Et au milieu de tout ça, on va créer l'expérience qui est top. Sur les méthodos, j'en ai listé quelques-unes. Alors, c'est méthodos et disciplines, comme je vous le disais. J'en ai listé quelques-unes. Est-ce qu'il y en a là-dedans que vous ne connaissez pas du tout? Ouais, je vais les dire. Vous avez le design centré utilisateur, le premier. Vous avez le design thinking. Vous avez le design de service, l'ergonomie des interfaces, les facteurs humains. Le Lean UX, le design sprint, le jobs to be done, interaction design et le design UI. Alors, le design de service, c'est une discipline qui est un peu plus large que l'UX tel qu'on le comprend en général. C'est qu'il va prendre, entre autres, l'expérience en compte, mais il va prendre aussi les changements organisationnels au sein de l'entreprise, potentiellement. Donc ça, on est vraiment sur toutes les incidences qui peuvent... c'est-à-dire une modification dans le service et toutes les incidences que cette modification va avoir pour l'organisme qui gère le service. Donc on n'est pas uniquement d'un point de vue utilisateur, on va être aussi d'un point de vue de toutes les parties prenantes tout autour. Alors le lean, c'est une méthode, allez, je vais prendre des raccourcis, qui est un peu dérivée de l'agilité et qui du coup va travailler en cycle beaucoup plus court. Et ça tombe bien, je vais vous en parler juste maintenant. Euh,
J'ai essayé de les classer, c'est sujet à discussion. Mais surtout, je vais commencer par ceci, à droite, l'interaction design et le design UI, parce que clairement, ce ne sont pas des méthodes UX. Donc, si on vous dit je suis UX designer, mais la personne ne vous parle que d'interface, c'est faux, en fait. De base, c'est faux. Elle peut être très compétente et c'est pas le souci, mais là-dedans, il n'y a pas d'utilisateur a priori. Vous ne faites pas de recherche en amont. Vous allez peut-être utiliser des choses que d'autres personnes vous ont apportées, mais ici, il n'y a pas de recherche. L'autre souci, c'est que c'est limité au numérique. Or, le design d'expérience utilisateur, potentiellement, c'est hyper large. C'est-à-dire les personnes qui fabriquent les attractions à Disney, elles font du design d'expérience utilisateur. Et c'est orienté produit. Donc c'est pareil, on est très... Enfin voilà, on n'est pas orienté usage, la différence est là, on est orienté produit. Donc la méthode d'appréhender les problèmes n'est pas exactement la même. On va peut-être rentrer d'abord par rechercher des solutions et pas rechercher les problèmes à résoudre. Ensuite, donc on a le Lean UX et le Design Sprint. C'est des méthodos assez récentes qui sont notamment issues du constat que le design centré utilisateur, enfin le processus de la conception centrée utilisateur peut être très long, notamment si on a la phase de recherche qui, notamment en design thinking, peut prendre parfois 6 mois. Là, ils ont essayé, pour être hyper efficace, de réduire ça de manière très très courte. Le design sprint, c'est 1 semaine. Le Lean UX, c'est plus un fonctionnement itératif, mais du coup, l'un comme l'autre, il n'y a pas de recherche en amont. Donc on va être plutôt sur la résolution de problèmes, imaginer comment le problème peut se résoudre, travailler ensemble avec différentes personnes au sein de l'entreprise, donc différents services, etc. Proposer quelque chose, proposer une solution et tester cette solution avec des utilisateurs. Et vous voyez, la démarche, elle est plutôt, on fabrique d'abord une solution et on teste la solution. Et après, on améliore la solution. Alors ça marche plutôt bien quand vous êtes sur un service ou un produit qui est complètement nouveau et qui potentiellement n'a pas déjà, ne correspond pas à un usage existant, en tout cas pas un usage clairement identifié. Les méthodologies qui, moi, m'intéressent plus particulièrement ce soir, c'est donc les 4 premières à gauche. Pour aller rapidement, les facteurs humains, c'est un peu une branche particulière, donc je ne vais pas forcément la traiter là. L'ergonomie des interfaces, bon, l'ergonomie en général, je pense que vous voyez à peu près hein, sur les manières du coup, de concevoir l'environnement. Et la partie interface, du coup, elle se limite un peu trop à des produits numériques, donc moi, ça ne me correspond pas non plus. Le design thinking, par contre, c'est une des méthodologies qui, je trouve, est la plus ouverte, notamment parce qu'elle est non restrictive aux interfaces, qu'elle peut se décliner du coup sur plein de choses, qu'elle peut englober du design de service, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pour extrapoler. Son inconvénient, c'est que potentiellement elle est plus longue. Vous avez une phase de recherche, donc systématiquement la phase de recherche, ça va demander un peu de temps. Sauf qu'en réalité, vous pouvez faire une phase de recherche qui dure 2 semaines. Bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes résultats qu'une phase de recherche qui dure 6 mois, mais ça peut être faisable. Et donc du coup, pour rester dans des cycles de production qui sont relativement courts. Et l'intérêt de toutes ces méthodes-là, à gauche, c'est qu'elles sont orientées usage. C'est qu'on ne rentre pas par un produit, on ne rentre pas par une solution, on rentre par les usages et on va essayer de travailler autour de ces usages pour identifier les opportunités et donc les solutions aux problèmes qu'on a identifiés quand on a rencontré nos utilisateurs. Le buzzword, parce que c'en est un, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la méthodologie globalement de l'UX design, en fait, elle est en train de devenir c'est en train de devenir un prérequis pour le fonctionnement de quasiment toutes les entreprises qui sont en train de penser au changement digital, etc., et qui du coup imaginent leurs services de manière plus globale. Le risque, c'est que du coup, au milieu de toutes les méthodologies, et maintenant je vous parle là maintenant, mais potentiellement il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur une nouvelle méthode encore plus agile, encore plus efficace, etc. Il faut faire le tri en permanence avec ce qui arrive, ce qui est bon à prendre, etc. Donc du coup, peut-être que le plus simple, c'est déjà pas croire quand on a des promesses marketing. Là, l'idée ce soir, c'est de vous montrer les 5 étapes qui vous permettent d'identifier si on vous parle vraiment de design expérience utilisateur ou si on vous parle que d'un petit morceau ou si on vous parle carrément d'autre chose.
Ok, on va pouvoir y aller. La première de ces étapes, en fait, elle n'est pas propre au design expérience, mais elle est propre à la mise en place d'un projet. Parce que mine de rien, vous n'allez pas pouvoir partir directement sur le terrain, vous n'allez pas pouvoir fabriquer des interfaces tout de suite, vous n'allez pas pouvoir imaginer un nouveau prototype de service dans les médias. Il va d'abord falloir travailler avec les gens, et donc du coup, travailler avec les gens, ça implique qu'il va falloir faire connaissance. Quand je dis faire connaissance, c'est qu'il va falloir partager les mêmes visions. On vous a vu, en général, on va travailler, il va y avoir des usages, mais on va travailler avec l'équipe business et avec l'équipe techno. Donc nécessairement, à la base, on ne parle pas forcément le même langage, on n'a pas forcément la même vision, on n'a pas forcément les mêmes objectifs non plus à travers le nouveau projet, en tout cas le service qu'on est en train d'imaginer. Pour faire ça, moi c'est un outil que j'ai utilisé en Australie, qui à la base s'appelle le Get to Know Me, et que j'ai traduit en Et si on faisait connaissance. C'est un petit brise-glace qui prend des proportions de mini-atelier, et qui permet, en fait, sous la forme d'un template que voici, de demander à chacun des participants de la réunion. Donc là, on est vraiment en amont de projet, vous avez que des équipes internes au projet. Donc soit vous êtes prestataire et donc du coup c'est l'annonceur pour lequel vous travaillez, soit vous êtes en interne dans l'entreprise et là ce sont vos collègues, quoi, clairement. Donc vous avez voilà, une petite feuille comme ça avec différentes briques, différentes questions qu'on va demander. Donc on va demander à tout le monde de remplir en 5 minutes. Alors, il faut que ce soit chronométré, sinon ça perd de sa spontanéité. Et une fois que les personnes ont rempli ça, au bout de 5 minutes, on va prendre toutes les feuilles, on va les afficher sur un mur. Et là, on va demander à tout le monde de venir autour du mur. Et puis, la personne qui gère un peu, qui anime l'atelier, va commencer à en prendre une. Et puis, elle va la lire. Et là, on va créer une discussion. Et ce qui va être normalement intéressant, alors ça va être le rôle de l'animateur de faire en sorte que réellement ça se transforme en discussion. Mais ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir confronter des points de vue et confronter des objectifs sur ce projet. Et clairement, ça marche super bien. Donc si vous avez un truc à faire en premier lieu, ça ne coûte pas grand-chose, et ça vous permet derrière vraiment de vous sortir de plein de soucis, parce que vous allez pouvoir anticiper, savoir qui est qui veut quoi, qui fait quoi, comment les gens se comprennent ou ne se comprennent pas. Et donc du coup, même vous en tant que designer, vous allez pouvoir noter dans un coin, alors là j'ai vu ça, ça et ça et ça, et potentiellement, c'est des points sur lesquels il va falloir que je fasse gaffe quand on va commencer. Ouais. Alors le remplissage se fait individuellement, c'est-à-dire que chaque participant a sa feuille. Et ensuite, par contre, on est tous dans la même pièce au même moment. Il faut imaginer que c'est un kick-off, ouais. Il faut imaginer les choses comme ça. Non, c'est Power Rangers. Donc ouais, vous allez travailler ensemble. Et c'est important parce que du coup, quand vous êtes designer, et notamment encore plus dans cette démarche, c'est vraiment une équipe. Si vous ne travaillez pas en équipe, le projet il est déjà foutu. En fait. C'est valable pour tous les projets, mais encore plus là, parce que le design, ça touche à des problématiques de j'aime ou j'aime pas, je préfère le rouge, non, c'est pas cool. Et donc du coup, non, c'est pas possible. Là, on va essayer de faire avoir une démarche qui est un peu plus scientifique en fait. Euh, le fait que vous travaillez en équipe, c'est aussi, il va falloir que vous fassiez comprendre aux personnes qui sont avec vous que vous allez travailler de manière itérative. C'est-à-dire que vous n'allez pas montrer des choses finies tout de suite. Et potentiellement, quand d'un seul coup, il y a votre DG qui débarque et qui prend les maquettes, parce que vous en êtes au stade de maquette, qui regarde, fait non mais c'est nul, je comprends rien. Elle fait bah ouais, là on est à la version alpha, on a fait une itération. Donc mollo quoi, c'est les premiers jets d'idées, on a confronté des trucs, mais c'est pas encore suffisant. Voilà, il faut falloir faire comprendre cette notion d'itération. Et parce qu'on touche à des designers et donc potentiellement à des égos, il va falloir faire en sorte que les designers ils soient assez cool. Tu vois. En général, les designers d'expérience utilisateur sont moins portés sur l'ego, euh, parfois. Donc, on verra. Ça peut, voilà, c'est un truc qu'il faut que vous appreniez à gérer. Si ça arrive, il faut vite le recadrer, parce que ça va pas être possible. Plus important, en fait, vous allez travailler avec des utilisateurs.
Là, j'insiste, c'est super, super important. La partie éthique et la partie empathie, elle est clé. Quand j'étais en Australie aussi, on est tombé sur un sujet hyper sensible. On devait faire, aider un service à trouver des solutions pour faciliter la vie de femmes qui ont vécu des violences conjugales. Quand on touche à ce genre de sujet, clairement, on ne peut pas débarquer hop, coucou madame, et allez-y, parlez-moi un peu de vos problèmes. Ça ne marche pas en fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas, c'est des sujets qui sont trop personnels, trop intimes, et donc du coup, il faut y aller différemment. D'ailleurs, sur ce sujet, à la base, on était deux designers, des mecs, pas staffés, donc dispo. Et quand on a vu le sujet, on a fait bah non, c'est pas pour nous. On n'est pas à même de pouvoir traiter ce sujet-là. Notamment parce qu'on allait devoir faire des interviews pendant 1h30, 2 heures, 3 heures avec des femmes qui du coup avaient vécu ces scènes-là et ces situations-là. Et donc du coup, en fait, on a déstaffé une personne, une femme, qui avait un doctorat en psychologie et qui du coup allait avoir en fait la capacité à intégrer l'empathie, à savoir poser les bonnes questions, à être beaucoup plus empathique avec ces personnes-là. Ce qui nous amène à la seconde phase, qui est la vraie phase, c'est-à-dire celle où vous allez rencontrer vos utilisateurs. Et c'est là, c'est la phase qui fait la différence par rapport aux autres méthodes de design. C'est que vous allez devoir donc du coup parler, rencontrer, etc. Et donc voir un peu ce que les gens font réellement et ce qu'ils disent réellement. Pour cela, il y a deux choses. Donc, il y a une partie de recherche qui est, on va dire, quantitative et une partie de recherche qui est plus qualitative. La recherche quantitative, elle va plus prendre la forme de mini-enquêtes, des sondages. Vous pouvez utiliser des Google Forms ou des SurveyMonkey. Donc, c'est assez simple. C'est des petits outils en ligne qui sont gratuits ou plus ou moins gratuits. SurveyMonkey, c'est vachement bien, mais c'est un peu plus, c'est payant du coup. Et donc, du coup, vous allez envoyer ça à une énorme base parce que votre taux de réponse va être plutôt faible. Et quand vous faites du quantitatif, vous allez chercher beaucoup, beaucoup de quantité. Parce que sinon, en fait, vous allez vous retrouver, si vous vous retrouvez avec 50 réponses, potentiellement, ce ne sera pas suffisant pour estimer que ces réponses soient fiables en termes de résultats, en termes de patterns d'usage, etc. Là où il va falloir faire attention, c'est qu'il ne faut pas faire une enquête marketing. C'est-à-dire que les questions que vous allez poser, notamment des questions démographiques, vous pouvez en avoir histoire d'avoir des idées, mais surtout, ne vous appuyez pas sur les données démographiques pour vous faire derrière ce qu'on va appeler les personas, qu'on va voir après. Les données démographiques, c'est pas de l'ordre du design d'expérience utilisateur. Nous, on est sur les usages. Donc, ce qui va nous intéresser, ce sont les usages. Une chose qui va vous manquer avec la recherche quantitative, c'est le pourquoi. Vous allez avoir plein d'infos sur ce que les gens déclarent faire bref, disent ou jugent, etc., ou notent, etc. Mais vous ne saurez pas réellement pourquoi elles le font. Même si vous mettez un petit champ de commentaires, donnez-nous la raison, souvent ça va être très succinct et vous n'arrivez pas à creuser pour savoir la véritable raison qu'il y a derrière. Donc pour savoir le pourquoi, la meilleure approche, c'est le qualitatif. Le problème du qualitatif, c'est qu'à la base, il est très chronophage. C'est-à-dire la session minimum pour pouvoir interviewer quelqu'un, c'est 45 minutes. Les règles de l'art, c'est que vous allez chez la personne, vous allez sur son lieu de travail. Donc, vous êtes potentiellement deux personnes à y aller, parce qu'il va falloir quelqu'un qui prenne des notes et une personne qui dirige l'interview. C'est en général plus simple de faire ça à deux. Mais vous voyez qu'à une échelle très vite de 15-16 personnes, 15-16 participants, ça va vous prendre du temps, potentiellement une semaine déjà juste pour faire la prise de notes, la rencontre. Et après, il va falloir synthétiser ça, donc c'est encore une semaine de travail, minimum. Heureusement, il existe des méthodes qui sont un peu plus rapides. Vous pouvez faire des entretiens par téléphone. Alors c'est un peu compliqué, la ligne téléphonique n'est pas géniale, mais au moins vous économisez le temps de déplacement. C'est un premier gain. Vous pouvez faire des échanges, des interviews asynchrones. Donc là, vous allez utiliser une boîte mail ou un Slack.
Là, c'est un peu plus particulier. C'est que vous allez d'abord vous allez prendre contact avec la personne, avec votre participant, idéalement par téléphone, une fois histoire de montrer que vous êtes humain. Et puis, par la suite, vous allez pouvoir expliquer la marche à suivre, lui poser une première question, et quand la personne vous donne une question, vous donne une réponse, pardon, vous allez pouvoir lui poser la deuxième question. Alors vous voyez déjà le biais que ça peut imposer, c'est que forcément si le délai de réponse il est long, ça peut prendre du temps aussi, mais l'avantage c'est que c'est pas votre temps. Donc vous, pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. L'astuce pour peut-être éviter ça, c'est d'imposer une deadline. C'est-à-dire que vous dites, bah, moi j'attends une réponse pour dans 2 jours, 3 jours. Et puis voilà, vous pouvez gérer les trucs comme ça. C'est pas idéal, vous n'allez pas avoir vos réponses immédiatement, mais dans l'absolu, au moins, vous allez avoir des réponses. Et pour un temps investi personnellement qui est moins important. L'autre méthode qui est le fly on the wall, qui se rapproche un peu du shadowing, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. L'idée est simple, c'est que vous allez vous mettre vous-même en situation d'observation, c'est-à-dire que vous allez partir, par exemple, si vous voulez observer les usages pour l'ouverture d'un compte à la banque pour un professionnel, vous allez vous rendre dans l'agence bancaire, vous allez vous présenter et voir si c'est gérable avec le personnel. Et vous allez vous poster dans un coin, et puis vous allez faire semblant de vaquer à vos occupations, ou en tout cas vous allez être plutôt discret, mais vous allez être en permanence en train d'observer les interactions que les futurs potentiels nouveaux clients vont avoir avec les personnes du guichet. Et là vous allez pouvoir noter non seulement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font. S'ils s'expriment avec des onomatopées, genre ah mais non, etc., les émotions, ça va être super important aussi. Et ça c'est pareil, potentiellement, vous prenez une demi-journée ou une journée, vous allez dans le lieu, si vous avez bien identifié le lieu, c'est facile. Si c'est dans un service médical, ça sera peut-être moins facile. Donc à vous de trouver le bon compromis. Une fois que vous avez fait toute cette recherche, vous allez enfin pouvoir passer à l'étape de création. Alors, vous avez fait la synthèse au préalable, mais bon, ça c'est pas grave. L'une des représentations visuelles de cette synthèse, c'est les personas. Donc là, grosso modo, on représente de manière schématique des patterns d'usage. Et on va leur donner, on va leur donner vie, on va les associer à un visage, à un nom, etc. Ce qu'il est important d'avoir dans les personas, c'est d'avoir les freins et les frustrations, et d'avoir aussi un barème une échelle sur les usages. Et c'est ce qui différencie les personas de l'expérience utilisateur des personas marketing. Une autre manière de représenter et de synthétiser ce que vous avez appris, c'est l'expérience map. L'expérience map, vous allez l'apprendre pour chacun de vos personas, justement, et vous allez recomposer tout le parcours du persona sur ses interactions, sur son expérience avec votre marque, avec votre produit, avec votre service. Et pour chacune des interactions, vous allez pouvoir indiquer notamment les échelles émotionnelles, positifs, négatifs, etc. Et les opportunités que vous pouvez voir qui vont avec. C'est-à-dire que si vous décelez, je ne sais pas, qu'il y a un problème dans la livraison de colis, à un tel endroit, très, très spécifiquement, bah, peut-être que vous allez vous dire, mais là, on pourrait développer un service qui va répondre à cette situation-là. Et puis derrière, vous allez pouvoir imaginer le business plan, etc. Et donc mesurer si, d'un point de vue business, c'est faisable, enfin, c'est viable, et puis si d'un point de vue technique, c'est faisable. Une autre partie du problème qui va être peut-être plus liée aux éléments d'interface, c'est l'architecture du contenu, l'architecture de l'information. Et pour ça, vous avez la méthode classique qui est le tree de carte. Donc là, vous allez demander à des utilisateurs soit de partir, par exemple, d'une arborescence existante et de leur demander de classer l'arborescence en fonction de leurs a priori, sur qu'est-ce qui leur paraît le plus logique. C'est-à-dire, on associe telle fiche contenu, on va dire c'est une fiche produit. Est-ce que cette fiche produit doit être plutôt dans telle catégorie ou dans telle catégorie? Et ce qui va être intéressant, c'est d'avoir la vision des utilisateurs sur ces choses-là. Et non pas votre vision produit ou marketing ou logique parce que vous êtes designer, vous avez l'habitude, etc. Le tri de carte Delphi, c'est une petite variante qui a le mérite de se faire avec moins de participants que le tri de carte classique et encore moins de participants que le tri de carte en ligne.
Ça, c'est encore un autre sujet, mais je ne pourrais pas le développer ici. En tout cas, le trait de carte Delphi, vous faites donc ce que je vous expliquais avec cette notion de carte qu'on va réassocier donc une première fois avec un participant. Et ensuite, vous allez partir de des résultats de ce qu'a produit le participant, et vous allez le soumettre à un second participant. Donc c'est une deuxième. Alors c'est un travail individuel, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une autre séance. Vous n'allez pas avoir les mêmes personnes dans la même pièce. Et l'avantage, c'est qu'en faisant ça, en passant ce qui a été réalisé en fait par le précédent, vous allez réussir à affiner suffisamment votre arborescence pour qu'elle soit globalement juste. Là, on est sur des méthodes de guérilla, donc on n'est pas sur une approche hyper scientifique de la chose, mais à minima, si vous n'avez pas tellement de moyens, pas tellement de temps, mais c'est une bonne alternative. Et on arrive enfin à l'étape qui est normalement celle qu'on attend tous quand on est designer, c'est de pouvoir maqueter le produit ou le service. Alors quand je dis maqueter un service, c'est que potentiellement, on n'est pas en train de maqueter des interfaces comme ici sur du papier, mais on va maqueter clairement avec des cartons, des ciseaux, de la ficelle, etc. Vraiment des maquettes, des prototypes du service en 3D. Ça ne demande pas grand-chose en fait, avec quelques ciseaux, cartons, etc. Vous pouvez très vite façonner des éléments qui vont visuellement, en tout cas, représenter les différentes briques de votre service, et puis voir comment un petit peu les choses se comportent quand vous apportez des nouvelles solutions. Là où c'est important de commencer par le papier, c'est que d'une part, ça permet un travail qui est collaboratif, alors que dès que vous allez vous porter sur une interface, enfin, sur un logiciel du type Axure, du type, je sais pas, vous connaissez peut-être InVision ou Balsamiq, qui est plus sur, ouais, sur les maquettes, ben, en fait, vous allez plonger directement dans une solution avant d'avoir vraiment exploré. Et au final, vous allez passer du temps à essayer peut-être de chiader les choses, de faire en sorte que ce soit un peu joli. Enfin, bref, ouais, ouais, c'est pas le sujet, quoi. À l'heure actuelle, c'est au contraire, on s'en fout, il faut que ce soit des carrés, il faut que ce soit moche, c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre si la logique, globalement, de la maquette, elle fonctionne en fonction du parcours que vous avez vu dans les customers, dans l'expérience map, et que ça corresponde par rapport à vos personnages. Donc clairement, commencez toujours par du papier. C'est important. Une fois que vous allez avoir ces maquettes, ok, le papier c'est bien, ça vous semble super top, et là vous allez pouvoir faire les maquettes on va dire en logiciel, un peu plus joli, donc ça peut être du Axure, ça peut être du Balsamiq, on en parlait. Vous allez les transformer en prototype, ça tombe bien, Axure fait ça directement, ou vous allez faire du InVision, que vous connaissez. C'est-à-dire qu'en gros vous allez rendre cliquable, vous allez rendre interactive les maquettes que vous avez créées, ce qu'on appelle un prototype. Et ça c'est important parce que vous allez pouvoir le tester. Et là de nouveau, on va remettre les utilisateurs dans la boucle, et on va pouvoir confirmer ou infirmer avec eux si les hypothèses qu'on a émises à travers ce nouveau design, en tout cas d'interface ou de prototype, est bon ou complètement à jeter ou 50-50. En termes de tests, alors il y a ceux qui vont vous dire qu'il faut faire des tests en laboratoire. Donc c'est vitre sans teint, machin. Ok, bon. On n'a pas tous les moyens d'avoir un lab. Moi, j'en ai pas chez Niji, hein, donc voilà. Mais par contre, vous pouvez le faire avec presque rien, parce que du coup, du moment où votre ordinateur il a une webcam, un micro, du moment où votre téléphone il a une webcam et un micro, et ça y est, vous pouvez déjà tester, en tout cas tout ce qui concerne la partie numérique. Si jamais vous voulez faire du test utilisateur en in situ, pourquoi pas, c'est facile, vous accompagnez la personne et vous prenez des notes. C'est-à-dire que ça sera moins, vous n'allez pas être en mesure de faire de l'eye tracking, j'imagine, sauf si vous avez de la chance. Mais en tout cas, vous allez pouvoir les suivre, et un petit peu comme le shadowing ou le fly on the wall, cette fois-ci vous allez être en mesure d'interagir avec eux et de voir comment ils réagissent par rapport à un service. Typiquement un service comme ça, si vous voulez tester, moi j'ai fait les trucs, gérer les files d'attente pour un événement. Et bien, comment on fait en sorte que la file d'attente finalement elle soit, notamment à l'ouverture des portes le premier jour quand tout le monde doit récupérer un badge, que ça c'est un peu le dawa. Du coup, il y a des manières de réfléchir le parcours, il y a des manières euh, de positionner la signalétique, etc. Et ça, vous pouvez le faire avec des utilisateurs tests avant même l'événement. Et une fois que tout ça, c'est bon, ça a été validé, etc., que vous êtes passé en prod et que votre service, il est vivant, ça y est, il est parti, il ne faut pas le laisser.
faut pas le laisser tout seul. En fait, à ce moment-là, ça va être important de continuer de faire du suivi. Sur la partie numérique, c'est facile, vous allez utiliser de l'analytics. Ça peut être de la Hotjar ou Google Analytics, c'est un des outils assez standards. Ça va vous permettre de récupérer de la data, mais plutôt quanti. C'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment savoir pourquoi les gens font tel parcours ou pourquoi d'un seul coup ils abandonnent le panier ou etc. Donc pour ça, il y a il y a des petits outils pareils qui fonctionnent en ligne qui s'appellent Free Questions et qui vont faire une petite pop-up là, qui vont vous dire hey, ne partez pas, on aimerait bien améliorer, on aimerait bien comprendre pourquoi vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de la tâche que vous étiez en train d'accomplir. Vous n'aurez pas un taux de réponse énorme, mais c'est pas grave, c'est sur la quantité et sur la longueur que vous allez pouvoir récupérer de la data. Et là, avec Free Questions, vous allez pouvoir avoir du quali, donc à compléter avec le quanti, etc. Et voilà, ça résume les 5 grandes étapes. Et si un prestataire demain vous dit moi je fais des maquettes et de l'analytics, en fait il ne fait pas vraiment du design expérience utilisateur. J'en arrive presque à la fin. Et donc pour moi les grands principes qu'il faut garder en tête, et si vous devez retenir vraiment qu'une série de choses ce soir, c'est plutôt ça. Considérez toujours le contexte dans lequel vous allez travailler. Vous ne pouvez pas vous dire que c'est parce que vous avez déjà fait ce type de projet que ça va être le même projet. Vos utilisateurs seront différents, le contexte projet sera différent, la technologie peut être différente, le business peut être radicalement différent, ne serait-ce que parce que les interlocuteurs avec vous ne sont pas les mêmes. Il y a un truc qui va compter dans votre démarche au fur et à mesure, c'est que vous allez construire en fait une boîte à outils. Vous allez tester les choses. Au début, vous allez prendre peut-être les outils que je vous ai montrés ou d'autres outils, peu importe, il y en a plein. Vous allez les tester, vous allez dire ah, ça n'a pas très bien marché la dernière fois que je l'ai utilisé. Bon, ok, why not. Il y en a un autre qui a l'air d'être à peu près similaire. J'ai vu une vidéo sur YouTube. Ouais, ok, allons-y, testons-le. Et puis, allez-y, faites-le. Et testez, de toute façon, c'est pas grave. Allez-y. Ça me fait sauter au quatrième point qui est tester. Si vous vous trompez, c'est pas grave, tant mieux. En fait, si vous vous trompez rapidement, vous avez plus de chances de réussir rapidement aussi. Partez toujours du problème. Vous allez tâcher de résoudre un problème et pas de trouver une solution. Ça, c'est aussi important. Si vous partez de la solution, je vous l'ai expliqué, vous avez peu de chances en fait, d'explorer d'autres solutions qui potentiellement étaient plus pertinentes que celles qui auraient suivi le parcours complet de la démarche. Jouer collectif, ouais, ça a l'air d'être évident maintenant. Un autre point, c'est ne sacrifiez pas le design par rapport à la faisabilité. C'est pas parce que quelque chose n'est absolument pas faisable, en tout cas de prime abord, qu'il faut l'éloigner. Au contraire. D'une part, parce que vous ne savez pas si cette faisabilité elle est basée sur une réalité, ou si c'est juste une opinion de la personne qui vous dit no way. Et d'autre part, parce qu'en explorant la piste malgré tout, vous allez potentiellement tomber sur des alternatives en technicité, en technologie, et donc du coup pouvoir en fait finalement le faire, mais d'une manière un peu plus détournée. Et peut-être le point qui résonne avec tout le buzzword et tout ce qui va avec, quand on parle d'expérience utilisateur, on ne parle pas de UI, on ne parle pas d'interface. C'est une infime portion, vous l'avez vu, on est au niveau des maquettes, et on est même post-maquette, c'est-à-dire que potentiellement ça intervient après la phase de test. Je vous ai noté ici quelques ressources. En termes de littérature en français, vous n'allez pas avoir grand-chose. En fait, il y a 4 bouquins qui sont assez généralistes sur l'expérience utilisateur. J'en ai mis que 2, parce que les 2 autres traitent davantage de l'ergonomie des interfaces. Donc pour moi, ils ne sont pas assez généralistes et ils n'expriment pas forcément toute la démarche que je vous ai montrée. Par contre, celui de Sylvie Daumal, c'est probablement le plus intéressant parce qu'il n'est pas trop complexe. Celui de Karine Lallemand, il est déjà un peu plus demande un peu plus de seniorité, donc peut-être qu'il va falloir vous accrocher un peu pour le lire. En conférence, il y avait Karine Lallemand justement qui en a fait une très bonne à Blend Web Mix l'an dernier.
Clairement, regardez-la parce elle est chouette et elle donne plein de tips. J'ai récupéré des petites méthodos, des petits outils de sa conf, et c'est plutôt intéressant. Dans les livres en anglais, il y en a plein. Alors là, pour le coup, ça va être dur de vous en conseiller vraiment. J'ai essayé d'en mettre 4. En fait, le deuxième, c'est un pack de 4. Peut-être que le plus simple, c'est UX Killer, qui a Jodie Moose, une Australienne, et qui reprend en fait toute la démarche, mais à travers un projet. Donc vous allez voir, en fait, elle raconte un retour d'expérience, mais elle met les outils, elle explique exactement les outils qu'ils ont utilisés, le temps que ça prend, les contraintes, ce à quoi il faut faire attention, etc. Dans le Research Pack, vous allez être davantage sur la partie recherche. Donc ça va vraiment concerner qu'une partie de tout ce que tout ce que j'ai évoqué ce soir. Et Mapping Experiences, ça va être plus sur la partie représentation de l'expérience. Donc je vous ai montré les expériences map, mais là ça va un peu plus loin. Et du coup c'est assez intéressant. C'est un gros pavé par contre, donc il va falloir vous accrocher. Et si jamais vous êtes tout seul dans votre boîte et que vous voulez faire grimper et monter l'UX dans cette boîte, eh bien, The User Experience Team of One de Léa Belli, il est tip top parce que justement c'est sa situation. Donc pareil, elle fait du retour d'expérience et elle donne des tips, elle donne des astuces. Donc après vous allez prendre plus ou moins les outils ou pas et puis vous allez les améliorer, les adapter à votre sauce, etc. Mais ça va être tip top. Bon après les conférences, c'est des grands classiques. John Maida, Tim Brown et Stefan Sagmeister, c'est 3 personnes. Si vous prenez n'importe lesquelles de leurs conférences, elles seront forcément intéressantes. Voilà. Merci.